Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors il y a plusieurs semaines, nous nous étions arrêtés sur le renouveau spirituel du 19e siècle en nous posant la question, le 19e siècle est-il un siècle de renaissance catholique ? Nous avons vu les pratiques catholiques, l'essor aussi des ordres religieux ou encore les nouvelles formes de spiritualité. Aujourd'hui, je souhaiterais donner à notre approche une dimension plus politique. En 1852, après avoir été élu président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte bénéficie d'un plébiscite. Avec près de 97% des suffrages, il devient Napoléon III. Quel rôle ont joué les catholiques dans son élection ? Qui sont les grands acteurs, les grandes figures du catholicisme de l'époque ? Sur quel front vont-ils se battre et sur quel sujet ? Quelles seront enfin les relations entre le pouvoir impérial et la papauté ? C'est ce que je vous propose de voir avec Jacques-Olivier Boudon et Éric Anceau. Jacques-Olivier Boudon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne. Votre actualité littéraire, elle est très importante. Les 4 sergents de La Rochelle, le dernier crime de la monarchie, paru chez Passé Composé. Vous êtes sur le point de publier aussi un dictionnaire des évêques français du 19e siècle et vous sortez aussi très prochainement Actualité napoléonienne oblige, un petit ouvrage consacré à Napoléon, toutes ses facettes aux belles lettres. Pour préparer cette émission aussi, j'ai pris votre ouvrage Religion et politique. Il s'agit d'un manuel depuis 1789, paru chez Armand Collin. Éric Anceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences habilité, toujours à Sorbonne Université. Vous côtoyez donc tous les jours. Une biographie très importante, Napoléon III, dans la collection Texto des éditions Talendier, et votre actualité littéraire, Les élites françaises des Lumières au grand confinement, paru chez Passé Composé. Alors, émission très large, avec beaucoup de sujets abordés. Ce qui me semble important, dans un premier temps, c'est de définir ce qu'est le catholicisme au XIXe siècle. Que représentent ce qu'on appellerait les forces politiques catholiques au milieu du XIXe siècle en France ? Jacques-Olivier Boudon. Alors le catholicisme est divers, même si on s'aperçoit à partir des années 1830 qu'il y a des positionnements forts, en particulier au lendemain de la Révolution de juillet 1830. La grande majorité des catholiques sont légitimistes, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à la branche aînée des Bourbons et que le prétendant, c'est le duc de Bordeaux, le petit-fils de Charles X qui a abdiqué. Le clergé, à ce moment-là, est très majoritairement légitimiste. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lorsqu'interviendra la Révolution de 1848, ce clergé ne voit pas d'un si mauvais œil la chute d'un régime qui est né sur les barricades et qu'il a toujours contesté. Alors, tacitement, mais il y a toujours eu une réprobation du clergé pour le régime de Juillet. Et pour l'ensemble des catholiques, pour les laïcs catholiques, c'est aussi une notion qui est assez vraie, même si on trouve des catholiques parmi les orléanistes, par exemple. Il y a une autre dimension qui est à prendre en compte, c'est la division qui est en train de s'opérer de façon drastique entre ceux que l'on appelait les gallicans, qui ont dominé le catholicisme du premier tiers du XIXe siècle, et les ultramontains. Les années 1830-1840, donc qui précèdent l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, ce sont des années qui sont marquées par l'émergence du courant ultramontain, de ces hommes, on songe par exemple à un Louis Veuillot, mais aussi du côté des évêques, à des évêques comme le cardinal Gousset, comme Monseigneur Parisi, le futur cardinal Pie, Monseigneur Pie, l'évêque de Poitiers. Ce sont des hommes qui se tournent vers Rome, qui sont donc confiants dans une église qui serait placée sous la direction de Rome, et non plus une église indépendante, attachée aux libertés de l'église gallicane, qui était celle du XVIIIe, mais aussi des premières années du XIXe siècle. Vous souhaitez rebondir, Éric Anceau ?
Par ailleurs, pour compléter ce que disait Jacques-Olivier Boudon, les couches populaires sont imprégnées de religiosité catholique, aussi bien évidemment les campagnes, mais également, même si certaines sont déchristianisées, que les milieux ouvriers. Alors on a peine à se l'imaginer aujourd'hui, bien évidemment, que des ouvriers peuvent être catholiques, mais dans les milieux intellectuels et ouvriers, par exemple de l'imprimerie, eh bien le catholicisme séduit beaucoup. Un journal populaire ouvrier va être fondé qui s'appelle L'Atelier, et les rédacteurs sont très catholiques. Une figure également de ce catholicisme ouvrier, c'est Buchez, dont on va retrouver les traces en 1848, qui sera le vice-président de l'Assemblée nationale, et il croit très fermement dans le Christ sauveur. Alors, nous sommes le 19e siècle, c'est le siècle des révolutions. Comment se situent les catholiques par rapport à ces révolutions qui jalonnent le 19e siècle? Est-ce que les idées révolutionnaires, ou certains aspects des idées révolutionnaires, commencent à séduire des intellectuels catholiques? Alors il faut distinguer les révolutions. Il y a quand même chez les catholiques une très forte réprobation de la Révolution française qui a sapé l'Église catholique, qui a détruit l'organisation catholique qui prévalait auparavant. La Révolution de 1830, c'est une révolution très anticléricale, parce qu'elle fait suite à un régime, la Restauration, qui a été marqué par l'union du trône et de l'autel, et on a vu des saccages de bâtiments. Le plus bel exemple, c'est l'archevêché de Paris qui est détruit à ce moment-là. La Révolution de 1848, c'est plus complexe, parce que il y a finalement, il n'y a pas de regret d'une partie du clergé vis-à-vis de la monarchie de Juillet. Et donc le clergé, par exemple, va largement adhérer à 1848. On voit, et ce n'est pas une légende, on voit des prêtres bénir des arbres de la liberté, des évêques faire des grands discours en faveur de la devise républicaine qui correspond, explique-t-il, à la devise chrétienne. Alors bien sûr, il y a ici ou là des résistances, mais globalement, cette révolution de 1848 est relativement bien acceptée. Et à ce moment-là, on peut considérer que l'idée même de république, qui a été toujours un repoussoir dans la première moitié du XIXe siècle, peut être accepté. Ce sera de courte durée, puisqu'avec les journées de juin 1848, la guerre civile, en quelque sorte, qui oppose les deux camps, le clergé, l'Église dans son ensemble, et la grande majorité des catholiques rallient le parti de l'ordre, et à partir de ce moment-là, le rejet d'une république qui apparaît comme une république radicale va de nouveau s'imposer. Alors, on va revenir sur le Parti de l'Ordre. Il y a des députés qui sont catholiques, qui pèsent sur la vie catholique française? Alors, non seulement il y a des députés catholiques, mais en plus, il y a des évêques, il y a des abbés qui se font élire en avril 1848 à l'Assemblée nationale constituante. Ils sont assez nombreux, ils vont peser sur les débats. La famille catholique, Jacques-Olivier Boudon l'évoquait tout à l'heure, est quand même assez divisée. Et on va voir Lacordaire, on va voir Lamennais, par exemple, être très choqués par la répression en fait de juin 1848. Ils avaient fondé un journal qui s'appelle L'Air Nouvelle, et ils vont arrêter ce journal, et on va même voir Lacordaire démissionner de l'Assemblée au moment de cette répression. Donc cette répression est cautionnée sans doute par la majorité effectivement de l'épiscopat, des milieux catholiques, en particulier légitimistes, le Parti de l'Ordre, on l'a dit, mais il y a une fraction en fait des catholiques qui réprouve justement cette répression. Jacques-Olivier Boudon? Oui, alors les journées de juin, on peut rappeler, c'est quand même le moment où les catholiques sont divisés. Il y a une figure dont on ne peut pas citer le nom, c'est celle de l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, qui cherche à s'interposer entre les forces de l'ordre et les ouvriers dans le quartier Saint-Antoine, et qui va mourir, blessé mortellement par une balle qui provenait des rangs ouvriers, et il s'était interposé précisément parce qu'on l'avait sollicité du côté de figures de la Société de Saint-Vincent-de-Paul comme Ozanam. On l'avait sollicité parce qu'il était attentif à la question sociale et que sa parole pouvait passer auprès des ouvriers. Sa mort, évidemment, va aussi contribuer à cette division qui s'opère et qui fait que la grande majorité des catholiques passe du côté du Parti de l'Ordre. Alors, venons-en à l'Empire, parce que c'est bien Napoléon III et les catholiques français, le titre de l'émission. Comment est perçu Louis-Napoléon Bonaparte par les milieux catholiques français sur la période 1848-1852, où il devient Napoléon III?
Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, pour se faire élire président de la République en décembre 1848, a bénéficié du soutien du Parti de l'Ordre. Il en a promis à gauche, à droite, un petit peu pour tout le monde. Mais que regroupe cette idée de Parti de l'Ordre? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression de Parti de l'Ordre? Parti de l'Ordre, très largement, ce sont les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes, les républicains les plus modérés, vous en retrouvez, comme par exemple De Gouzet, le questeur de l'Assemblée, qui se sont rassemblés face à un péril rouge qu'on sent déjà poindre, et on l'a vu au moment de l'insurrection de juin 1848. Donc ce Parti de l'Ordre n'a pas de candidat à l'élection de décembre 1848, et elle va se ranger derrière le candidat Louis-Napoléon Bonaparte. Elle le fait d'autant plus que Louis-Napoléon Bonaparte, comme d'ailleurs son principal concurrent, le chef du pouvoir exécutif, le général Cavaignac, ont promis de venir en aide au pape. On peut peut-être rappeler que le pape a été chassé en fait de Rome par une révolution qui a même assassiné son principal ministre, Pellegrino Rossi. Donc il s'agit de le rétablir sur son trône. Et de fait, Louis-Napoléon Bonaparte va tenir sa promesse, puisqu'avec l'assentiment de la nouvelle Assemblée élue en mai 1849, où les monarchistes sont majoritaires, il va envoyer une expédition pour rétablir le pape sur son trône au printemps 1849. Alors, vous disiez qu'il y a majoritairement des légitimistes, c'est-à-dire des partisans du duc de Bordeaux, c'est bien cela. Est-ce à dire qu'il y a une sorte de ralliement, peu à peu, à la figure bonapartiste, exactement comme il y aura un ralliement plus tard à la République, des catholiques à la République, sous Léon XIII? Alors en 1848, le Parti de l'Ordre, avec la figure de Thiers en particulier, imagine qu'il pourra utiliser Napoléon, enfin Louis-Napoléon Bonaparte. Il y a cette idée que c'est un personnage un peu falot, on ne le connaît pas en réalité, il est arrivé en France au moment de la Révolution de 48, après son exil londonien qui faisait suite lui-même à son évasion du fort de Ham, rocambolesque, donc il n'a aucune expérience politique, pensent les hommes de ce temps, on le manipulera comme on voudra. La réalité sera un peu différente, c'est-à-dire que Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, va imposer un certain nombre de ses choix, d'abord dans le choix des hommes qui vont l'entourer. Alors il fait des concessions incontestablement aux catholiques parce qu'il a besoin d'une majorité, mais il sait aussi s'en séparer le cas échéant. Et on évoquait la question de Rome et du rétablissement du pape dans ses États, ou plus exactement le rétablissement de la papauté, parce que le pape reste en exil quelque temps encore à Gaète. Mais à ce moment-là, il y a une protestation dans l'entourage de Louis-Napoléon Bonaparte, et cela va conduire à une mise au clair du président qui réclame en quelque sorte plus de liberté de la part du pape, avec pour effet la démission de Falloux, le ministre de l'Instruction publique, l'auteur de la fameuse loi qui sera votée ensuite. Mais Falloux démissionne sur cette question de la prise de position de Louis-Napoléon Bonaparte, qui voudrait une papauté moins théocratique, en quelque sorte. Quelle est justement la vision de l'État impérial des catholiques? Est-ce qu'il y a une vision idéologique du catholicisme à l'époque, ou une connaissance profonde de ce qu'est ce milieu? Disons qu'on est en régime concordataire, on peut le rappeler. L'oncle de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est Napoléon Ier. On aurait dû commencer par cela. Qui a mis en place le concordat. Et bien évidemment, il n'est question pour personne, Louis-Napoléon Bonaparte Ier, de remettre en cause l'œuvre de son oncle. Il se place directement dans ses pas. Donc c'est un petit peu le contrat qui s'établit, je dirais, entre les milieux catholiques et Louis-Napoléon Bonaparte. On peut ajouter cependant, Jacques-Olivier Boudon a commencé à le dire avec le départ du vicomte de Falloux, qui était ministre de l'Instruction publique, que très rapidement, le Parti de l'Ordre va se séparer de Louis-Napoléon Bonaparte, qui mène une politique très indépendante. Il veut faire passer ses idées, en particulier ses idées sociales, et cela déplaît très fortement au Parti de l'Ordre, et en plus, il veut se faire réélire au terme de son mandat, qui n'est qu'un mandat que de 4 ans. Or, la Constitution a prévu qu'on ne peut pas être réélu au terme du mandat de 4 ans. Il faut donc une révision constitutionnelle. Et pour ce faire, Louis-Napoléon Bonaparte
passe par les préfets et passe par un grand pétitionnement auprès du peuple. Ça déplaît à la représentation parlementaire, ça déplaît aux légitimistes, ça déplaît aux catholiques. Mais alors, est-ce que... Oui, je vous en prie. On peut ajouter qu'à ce moment-là, il y a un projet de fusion des deux branches, légitimistes et orléanistes, qui permettrait éventuellement d'avoir un autre candidat à la présidence de la République et donc d'envisager à terme une restauration. Donc cette idée qu'il y ait une concurrence aussi à Louis-Napoléon Bonaparte va conduire un certain nombre de ces catholiques monarchistes, et qui le sont restés, même s'ils ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, va les conduire à s'en détacher. Ce qui n'empêchera pas ces mêmes hommes de revenir, pour leur grande majorité, vers Louis-Napoléon Bonaparte au moment du coup d'État, et en soutenant le coup d'État, parce que le coup d'État, et je pense que l'exemple le plus significatif, le plus symbolique, c'est le soutien de Louis Veuillot, l'homme de l'univers, celui qui est que l'on appelle le pape laïque à l'époque, qui dirige véritablement le mouvement d'opinion en faveur de Rome. Louis Veuillot va se rallier au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte parce qu'il considère que c'est le seul qui peut empêcher l'arrivée des radicaux socialistes au pouvoir, c'est-à-dire de la gauche, et le spectre de la Révolution française revient au premier plan, et c'est pour cette raison, du reste, que ces catholiques vont largement se rallier au coup d'État. Il y a des exceptions, il y a quelques personnages, je pense par exemple à Ciboure, l'archevêque de Paris, qui est assez réticent vis-à-vis du coup d'État. Montalembert aussi, grande figure du catholicisme libéral, qui dans un premier temps prend ses distances, mais dès qu'il voit que le coup d'État est suivi d'insurrections en province, elle-même suivie de répression, il va se rallier à Louis-Napoléon Bonaparte. Éric Anceau ? Oui, tous les évêques, on peut le rappeler, feront des tédéums en l'honneur du sauveur de la République et de la patrie, Louis-Napoléon Bonaparte, le président de la République. Il n'y a guère que l'évêque de Luçon, Monseigneur Bayès, mais là on est dans une terre très légitimiste et très catholique, qui refusera un tel tédéum. Est-ce que, justement, vous parlez des terres catholiques, est-ce qu'il peut y avoir un fossé entre, d'une part, les députés catholiques qui sont à l'Assemblée et la réalité du vote, du vote populaire tel qu'il va s'exprimer au moment des différents plébiscites ? Alors, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même un très large soutien à Louis-Napoléon Bonaparte au moment du plébiscite qui suit le coup d'État, quelles que soient les régions. Alors, il peut y avoir effectivement des nuances. J'ai plus tout à fait en tête la cartographie, mais du côté de l'Ouest, on voit que la résistance légitimiste a joué. Cela dit, 3 ans plus tôt, en 1948, il y avait un candidat légitimiste, Changarnier, qui a fait un flop total. Donc, ça ne joue pas forcément, le fait d'avoir une étiquette légitimiste ne vous conduit pas nécessairement à réunir les suffrages. Donc, en fait, le soutien à Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un soutien à un homme qui garantit l'ordre, qui est aussi, aux yeux des catholiques, celui qui a rétabli le pape à Rome, et ça c'est très important. C'est celui aussi qui a fait voter la loi Fallou, qui a introduit donc la liberté de l'enseignement secondaire, c'est très important. Et puis il apparaît comme un homme d'ordre, et donc c'est aussi un des éléments qui contribuent à expliquer ce soutien massif. Oui, au plébiscite de décembre 1851, qui suit directement le coup d'État, on est 3 semaines après le coup d'État, Jacques-Olivier Boudon le rappelait, l'Ouest va moins voter en faveur du coup d'État et du prince-président que le restant de la France. Mais pourquoi aussi, il faut l'ajouter, parce qu'il n'y a pas de péril rouge. Dans l'Ouest, il n'y a pas ce danger rouge qu'on va ressentir. Et c'est très significatif quand on compare avec une autre région où le catholicisme est très fort, qui est les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, les légitimistes et les catholiques sont très nombreux. Et là, on va voter davantage parce qu'il y a cette peur du péril rouge qui n'existe pas dans le Grand Ouest. Est-ce qu'il existe, du côté impérial, au fond, dès le départ, dans cette volonté d'ordre des catholiques, et d'autre part un régime qui aura du mal à accepter qu'une telle institution puisse lui faire de l'ombre ? Alors, dans les premiers temps, Louis-Napoléon Bonaparte a compris tout l'intérêt qu'il avait à obtenir le soutien des catholiques, y compris de la presse catholique, qui est la seule presse, la presse religieuse, qui finalement n'est pas visée par les mesures de censure. Il se trouve qu'ensuite l'univers sera condamné, mais à ce moment-là, il y a une protection qui est réelle. Le soutien des catholiques est très important. Les mesures qui sont prises en faveur des catholiques le sont tout autant. Il y a
peut dire que la manne de l'État va retomber sur les catholiques en termes budgétaires, augmentation des traitements du clergé, notamment des évêques, augmentation du nombre des paroisses, augmentation des subventions pour l'enseignement. Enfin bref, il y a toute une série de mesures qui sont prises. Et puis il y a des mesures honorifiques, l'entrée des cardinaux au Sénat et aussi l'entrée de l'archevêque de Paris, Ciboure, qui n'est pas cardinal, qui après avoir s'être rallié à l'Empire, avoir fait chanter ce Te Deum, va rentrer au Sénat, ce qui va lui valoir les foudres de Victor Hugo, parce que Ciboure apparaissait comme un républicain. Il avait voté Cavaignac. Et dans ses fameux poèmes, Victor Hugo va tomber sur Ciboure parce que finalement il a trahi la cause. Donc il y a une série de mesures en faveur des catholiques qui font que le régime s'appuie sur l'Église, au point même d'ailleurs d'envisager un sacre. Napoléon III, après le rétablissement de l'Empire, envisage un sacre. Simplement, le pape y met une condition, c'est que l'on abolisse les articles organiques. Or, Napoléon III, fidèle à la pensée de son oncle, veut conserver ce dispositif concordat et articles organiques qui permet de contrôler l'Église de France. Et oui, dans ce sens-là, on peut dire en effet qu'il s'appuie sur l'Église, mais il garde les armes pour pouvoir éventuellement contrôler l'Église catholique dans les déplacements des évêques, dans la réception des textes qui viennent de Rome. Le plus bel exemple, c'est quand en 64, le pape publie le syllabus, le gouvernement va faire interdire sa publication officielle par l'Église, ce qui vaudra d'ailleurs à 2 évêques d'être condamnés parce qu'ils ont publié ce texte sans l'accord du gouvernement. Le syllabus, pour nos téléspectateurs, c'est un texte qui condamne plusieurs aspects, plusieurs propositions. On peut dire que c'est un texte qui condamne les erreurs modernes, c'est-à-dire, pour faire vite, toutes les idées nées de la Révolution française. Éric Anseau ? Oui, alors les premières années sont indéniablement celles de l'alliance du trône et de l'autel. La formule est déjà utilisée à l'époque. Et pour compléter le tableau qu'a donné Jacques-Olivier Boudon, il y a une mesure très symbolique, c'est de rendre le Panthéon au culte catholique. Le Panthéon, qui était le temple des gloires nationales, en 1830 avait été retiré à la religion. Et bien en décembre 1851, au lendemain du coup d'État, il est rendu au culte. Ajoutez peut-être aussi le fait que Louis-Napoléon Bonaparte, un peu comme son oncle Napoléon, est un très grand pragmatique par rapport à la religion. Il voit tout l'intérêt qu'il y a à s'appuyer sur la religion de la grande majorité des Français et obtenir le soutien, même si, du rétablissement de l'Empire, un grand nombre vont s'en séparer, des légitimistes. Il s'appuie sur les légitimistes. Persigny, qui est l'un de ses conseillers les plus importants, qui va devenir ministre de l'Intérieur, est très proche justement des milieux légitimistes. C'est un grand ami du vicomte de Falloux. Donc voilà. Mais en fait, au fond de lui, c'est pas un catholique, je dirais, fervent. Au moment de son enfermement à Ham, dans les années 1840, il était prisonnier, condamné à perpétuité pour 2 tentatives de coup d'État. Il s'est rapproché à ce moment-là de la religion catholique. Mais c'est un épisode, je dirais, dans sa vie. Et vraiment, la religion catholique, il l'instrumentalise. Alors, avant de voir la question scolaire et la question romaine, qui est absolument majeure dans l'appréciation du régime, ce régime, il évolue. Il va passer, on va dire, d'autoritaire à plus libéral et parlementaire. Comment vont réagir les catholiques par rapport à cette évolution ? Quand je parle des catholiques, je parle évidemment des députés catholiques. Alors l'évolution des députés catholiques et des catholiques dans son ensemble, elle est très liée à la question romaine. C'est-à-dire qu'à partir de 1859, on va y revenir je pense, mais à partir du moment où Napoléon III s'engage dans une politique qui vise à favoriser l'unité italienne, et une unité italienne qui se fait finalement au détriment du pape, les catholiques français vont réagir. D'abord une partie de l'épiscopat qui proteste contre la politique italienne qui est menée par Napoléon III, et puis le clergé et les fidèles qui de plus en plus vont se détacher. Du côté des députés, plusieurs d'entre eux vont se prendre leur distance. Alors ils ont été pour la plupart élus comme candidats officiels. Et au début des années 60, ils se réunissent, ils se regroupent pour finalement protester contre la politique italienne, ce qui vaudra d'ailleurs à certains d'entre eux de ne pas être réélus aux élections de 1863. Donc il y a une rupture, mais qui n'est pas une rupture, qui n'a jamais été une rupture complète,
qui se traduit par des mesures prises par le gouvernement à cette époque de limitation, par exemple, de l'essor des congrégations religieuses. En particulier, on interdit l'ouverture de tel ou tel collège jésuite. Politique aussi qui va se traduire par une rupture dans un système qu'on appelle le système de l'entente préalable, qui faisait qu'on consultait le nonce avant de nommer les évêques. On ne le fait plus et on nomme désormais, à partir de 1859, c'est-à-dire exactement au moment de la guerre en Italie, on nomme des évêques supposés être gallicans, proches du gouvernement. La figure la plus emblématique de ce changement, c'est Monseigneur Darbois, l'abbé Darbois, qui était vicaire général de Paris, qui est nommé évêque de Nancy, qui deviendra ensuite archevêque de Paris et qui succombera au moment de la Commune. Sur lequel vous avez consacré un ouvrage. Auquel j'ai consacré également une biographie. C'est le chef de file, en fait, de ce parti qu'on appelle néo-gallican, qui va essayer de repeupler l'épiscopat avec des évêques qui sont favorables à la politique italienne de Napoléon III. Donc, le gouvernement ne s'est jamais séparé de l'Église. Il a pris des mesures coercitives. Il a décapité, par exemple, la société de Saint-Vincent de Paul, mais il ne s'est jamais séparé de l'Église. Et le plus bel exemple, c'est qu'à la fin du régime, en 1870, au moment du plébiscite de mai 1870, les catholiques votent massivement en faveur du oui. Donc ils ont approuvé les mesures de libéralisation du régime et font toujours confiance à Napoléon III. Les catholiques soutiennent le régime faute de mieux, Éric Anceau ? Faute de mieux, c'est certain. Je reviens un tout petit peu en arrière pour dire qu'effectivement, la rupture n'est pas complète, même si la guerre d'Italie, indéniablement, est tout à fait fondamentale et marque un infléchissement. Mais en sens inverse, dans la période de l'alliance du trône et de l'autel, l'alliance n'est pas complète, parce que Louis-Napoléon Bonaparte tient compte de la sécularisation de la société, comme Napoléon Bonaparte, son oncle, en avait tenu compte. J'en veux pour preuve qu'il va nommer ministre de l'Instruction publique, c'est son premier ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Fortoul, qui est un Saint-Simonien et qui va refuser de trop lâcher, je dirais, à l'Église. Il ne revient pas non plus, contrairement à ce que voudrait le pape, sur le mariage civil. Donc là, il est intransigeant sur ces domaines. Et puis, il y a une affaire qu'on pourrait évoquer qui est très, très intéressante. Alors, David Kessler avait publié un livre sur cette affaire, mais Philippe Boutry également. C'est l'affaire Mortara. Edgardo Mortara, c'est un petit juif né dans les États pontificaux, à Bologne, qui va être arraché à sa famille pour être converti sur ordre du pape au catholicisme. Et l'opinion interne... Il avait été baptisé. C'est la raison pour laquelle il faut expliquer, parce qu'effectivement, sinon on ne comprend pas pourquoi les autorités romaines le récupèrent. Tout à fait. La servante qui, le croyant, malade, pensant qu'il allait mourir, l'a baptisé dans l'urgence, à l'article de la mort. Et c'est en vertu de cette disposition que les autorités romaines le récupèrent. Et effectivement... Tout à fait. Mais ce qui va beaucoup surprendre, c'est que Napoléon III, malgré l'alliance du trône et de l'autel, et on est avant la guerre d'Italie, donc on est en 1858, va protester publiquement et solennellement contre cet enlèvement. Donc il se positionne contre l'Église. Et ça va beaucoup choquer un certain nombre de catholiques. Donc les choses sont quand même un petit peu plus complexes qu'on pourrait donner à croire une évolution, une rupture fondamentale à partir de 1859. Alors, elle a lieu quand même, cette rupture. Jacques-Olivier Boudon évoquait tout à l'heure l'interdiction les limitations sur la Société Saint-Vincent de Paul. On peut évoquer aussi le fait que l'Univers, le grand journal catholique, celui qui était très très lu dans les campagnes françaises et auprès des curés, va être interdit. Va être interdit. Il ne sera rétabli qu'en 1867. Alors, je reviens un peu en arrière. 1850, loi Fallou. Qui était Fallou et que dit cette loi ? Et pourquoi elle est si importante, même encore aujourd'hui ? Alors Fallou, c'est un député catholique, légitimiste à l'origine, mais qu'on peut aussi situer dans le courant du catholicisme libéral qui est en train également de se structurer à cette époque. Il va faire voter une loi qui a été préparée par une commission et qui est en fait le résultat d'une campagne qui a débuté dans les années 40 avec comme figure de proue Montalembert qui a créé un comité pour la défense de la liberté religieuse avec comme objectif d'obtenir la liberté de l'enseignement secondaire. Il faut rappeler qu'en France, à ce moment-là, on vit encore sous le régime du monopole de l'université, fondé par Napoléon, c'est-à-dire que l'enseignement est donné au nom de l'État. Il peut y avoir des établissements qui ont des dérogations, comme les petits séminaires, mais dans les collèges et les lycées, c'est un enseignement d'État et il n'y a pas de possibilité d'ouvrir des collèges privés.
Donc la revendication des catholiques qui ont obtenu en 1833 la liberté de l'enseignement primaire, c'est la fameuse loi Guizot, c'est d'obtenir la liberté de l'enseignement secondaire. Alors, il faut aussi rappeler que ça ne concerne que les enfants des élites, parce que ne vont dans ces collèges et ces lycées que des fils de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Cette campagne va être très vive, elle va d'ailleurs voir s'opposer des catholiques au gouvernement, mais aussi des protestations qui viennent des milieux républicains, Michelet par exemple, et elle n'aboutit pas sous la monarchie de Juillet. Elle est reprise sous la Seconde République, parce que les catholiques sont en force dans l'Assemblée, et elle aboutit donc à cette fameuse loi Fallou qui rappelle la liberté de l'enseignement primaire, mais qui introduit aussi la liberté de l'enseignement secondaire. Selon certaines conditions, on peut désormais ouvrir un établissement secondaire privé, avec des dispositions pour le financement par les collectivités locales, par les communes, qui doit être limité à 10% du budget de ces établissements, ce qui est un point amusant et intéressant, puisque voulant revenir sur ce point en 1994, si ma mémoire est bonne, François Bayrou avait fait ressortir dans la rue le camp laïque qui protestait contre ce retour sur la loi. Donc finalement, il défendait une loi Fallou qui, à son époque, avait été fort critiquée par le même camp. Plutôt le projet de loi Savary qui avait fait descendre dans la rue, alors là, des centaines de milliers de catholiques. Alors, dans la loi Fallou, donc mars 1850, il y a aussi le fait que dans les conseils académiques et au Conseil supérieur de l'instruction publique, les catholiques et les évêques vont entrer en masse. Donc ça aussi, c'est une contravention à ce qu'avait mis en place Napoléon. Et puis, à rajouter peut-être, parce que l'histoire est souvent complexe, on donne les grandes lignes, mais vos spectateurs sont des férus d'histoire, des érudits, et donc il faut leur donner tous les éléments. Certains des catholiques intransigeants sont hostiles à la loi Fallou. Par exemple, Veuillot, dans son journal L'Univers, trouve qu'on est en train de marier Jésus-Christ et Satan, et il trouve que c'est totalement impossible ce qu'on est en train de faire. Donc, les catholiques intransigeants trouvent que la loi Fallou ne va pas assez loin. C'est une victoire des catholiques libéraux, d'une certaine façon, du camp Montalembert, d'un homme comme Monseigneur Dupanloup, qu'on n'a pas encore évoqué, évêque d'Orléans, qui est l'une des grandes figures de l'épiscopat du temps, qui d'ailleurs ensuite sera très réservé à l'égard de Napoléon III. Il fait partie de ces rares évêques qui sont dans l'opposition, alors lui libéral, mais dans l'opposition à Napoléon III. Donc en effet, il y a eu un clivage, et le clivage qu'on a déjà évoqué entre ce qu'on appelle les ultramontains ou intransigeants et les gallicans, appelons-les plutôt libéraux, parce que finalement il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Dupanloup a fait sa thèse sur l'infaillibilité pontificale, même s'il la contestera au moment du Concile du Vatican. Donc cette distinction, elle est en train de se marquer véritablement dans ces années 50, et de ce fait, la loi Fallou marque une étape importante. Il y a d'autres éléments d'ailleurs parallèles qui sont tout aussi significatifs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais la fameuse querelle des classiques sur faut-il enseigner le grec et le latin avec des auteurs païens, entre guillemets, Cicéron pour ne citer que lui, ou avec des auteurs chrétiens. Il y a eu la France catholique, en tout cas intellectuelle, s'est déchirée sur cette question, avec d'un côté l'abbé Gaume qui a publié un livre, Le Ver rongeur des sociétés modernes, soutenu par Veuillot et tout le camp intransigeant, et de l'autre Dupanloup, Cibourg, qui protestent, qui disent que c'est impossible d'apprendre les langues anciennes avec les auteurs chrétiens, qu'il faut rester attaché aux auteurs païens. Bon, c'est une affaire, mais il y en a eu d'autres. C'est un moment où on ne cesse de se déchirer entre catholiques. La loi Duruy, que dit la loi Duruy 17 ans plus tard ? Rappelez peut-être que Duruy va devenir le ministre de l'Instruction publique emblématique du Second Empire et de Napoléon III. Il est anticlérical, il est républicain à la base, rallié donc à Napoléon III. Et en 1863, quand il est nommé, eh bien, on va découpler les cultes de l'instruction publique. On est en régime concordataire, donc il y a un ministère des cultes. Simplement, on le découple et on va le rattacher à Baroche, c'est-à-dire à la justice. Désormais, ça sera le ministère de la Justice et des cultes. Parce que Victor Duruy est détesté par les milieux catholiques, en particulier intransigeants, et on va comprendre très vite pourquoi. Donc il veut reprendre ce qu'avait voulu faire Hippolyte Carnot en 1848, une école primaire qui sera gratuite et obligatoire pour les petits garçons, mais aussi à terme peut-être pour les petites filles. Et de fait, 8000 écoles gratuites 8000 communes vont recevoir des écoles
gratuite dans les années 1868-1869, et puis l'enseignement secondaire pour les jeunes filles dans les lycées de garçons le soir, et horreur, ce seront les professeurs masculins qui leur donneront les cours. Et là, tout libéral qu'il est, Monseigneur Dupanloup va monter au créneau. C'est lui qui va mener la fronde de l'épiscopat contre les réformes de Victor Duruy. Donc là encore, sur la loi Duruy, on a une opposition même au sein du catholicisme par rapport à cette loi ? Alors il y a une toute petite minorité de catholiques qui soutiennent la loi Duruy. Ces néo-gallicans que j'évoquais tout à l'heure, proches de Napoléon III, par exemple un Darbois, mais la grande majorité des catholiques, et là il y a un front commun qui s'organise avec des intransigeants, comme le futur cardinal Pie, l'évêque de Poitiers, lui aussi très ardent opposant à Napoléon III, Monseigneur Dupanloup. Alors, Monseigneur Dupanloup prend la tête d'une croisade qui va se tourner contre Renan, donc Renan qui a publié en 1863 La vie de Jésus, contre Émile Littré également, qui est celui qui qui popularise le positivisme en France, contre la franc-maçonnerie. Il y a aussi un regain de la franc-maçonnerie dans ces années 60, contre lequel les catholiques se mobilisent. Et Dupanloup, il est au carrefour de toutes ces luttes. Il est vraiment la figure qui s'impose comme le représentant de l'épiscopat contre ces mouvements qui naissent. Il y a aussi la naissance de la Ligue de l'enseignement, par exemple, créée par Jean Massey, qui apparaît aux catholiques, en tout cas cette frange des catholiques, comme l'émanation de la franc-maçonnerie. Donc il y a vraiment des affrontements, et des affrontements qui vont même, on parle de l'enseignement, se dérouler au Sénat. Il y a eu un fameux débat au Sénat sur la question de la liberté de l'enseignement supérieur, à laquelle Duruy était favorable. Il y a eu des pétitions de catholiques qui ont protesté parce qu'ils considéraient que dans l'enseignement de la médecine, l'enseignement était trop matérialiste. Donc ils ont demandé à ce qu'on puisse avoir des universités catholiques. Et finalement, le débat va avoir lieu notamment au Sénat, et ce débat est célèbre parce qu'un certain Sainte-Beuve, l'écrivain, très anticlérical, celui qui dînait le jour du vendredi saint, qui faisait des repas gras, Sainte-Beuve va s'emporter contre cette idée d'un enseignement supérieur pour les catholiques dans un discours qui va rester fameux. Mais Sainte-Beuve est un peu isolé au Sénat. Il y a le prince Napoléon qui est avec lui, il y a quelques ministres effectivement qui est de la tendance de Sainte-Beuve, mais globalement les milieux catholiques sont très très représentés au Sénat. On le disait tout à l'heure, je crois qu'on a démarré avec ça. Vous avez durant la période entre 5 et 10 archevêques et cardinaux qui siègent en permanence au Sénat, avec de très bons orateurs. Il se trouve que Dupanloup, qui n'est qu'évêque, entre guillemets, qu'évêque d'Orléans, lui ne siège pas au Sénat. Il est un orateur formidable, Dupanloup. Il n'est pas là, mais en revanche, il y a Bonnechose qui est là, qui est un très très bon orateur. C'est l'archevêque de Rouen. Vous avez Donnet également, le cardinal archevêque Donnet, et il porte la parole contre un Sainte-Beuve, et il reçoit le soutien d'Alain Roche-Jacquelin, enfin de très très grandes figures légitimistes ralliées à Napoléon III. Alors venons-en, il nous reste 13 minutes pour évoquer la question romaine qui est extrêmement importante sous Napoléon III. On a déjà vu aborder cette question à travers l'aide que porte la France au pape pour recouvrer ses États. On a vu aussi ce moment particulier de la publication du syllabus. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le temps, alors que les choses commencent bien, que les relations sont bonnes avec la papauté, eh bien plus les années avancent, plus cette relation va se dégrader ? Alors, ce n'est pas vraiment qu'elle se dégrade dans les rapports entre les deux hommes, entre le pape et Napoléon III. C'est pas la même. C'est Pie IX, hein. On n'a pas dit, c'est le pape Pie IX. Pape Pie IX, pardon. Oui. Donc, c'est pas une question de personne, mais Napoléon III est rattrapé finalement par ses options de jeunesse, par cette idée de fabriquer l'unité italienne. Or, faire l'unité italienne devient compliqué, même s'il y a eu des projets de fédération dont le pape aurait pu prendre la présidence. C'est l'objet des accords entre Cavour et Napoléon III. Mais en fait, on sait très bien, et les catholiques l'ont bien compris dès
le début de 1859 que lorsqu'on parle d'une intervention en Italie, cela se fera nécessairement au détriment du pape. Et de fait, la guerre menée par les Franco-Piémontais contre les Autrichiens à partir du printemps de 1859, non seulement va conduire à des victoires de cette coalition contre l'Autriche à Magenta, Solferino, mais va aussi susciter des mouvements insurrectionnels à la fois dans les territoires du centre de l'Italie et aussi dans les États pontificaux. Et ces insurrections qui sont condamnées par le pape, d'autant plus que les populations demandent leur rattachement au Piémont, qui deviendra ensuite le noyau du royaume d'Italie. On se trouve donc dans une situation où le pape reste dans Rome parce qu'il y a une garnison française depuis 1849 qui a été maintenue. Donc il reste dans Rome, mais il a perdu l'ensemble de ces États, et il veut conserver l'intégralité de son pouvoir temporel, et il est soutenu de plus en plus par une partie des catholiques, très largement le clergé. L'épiscopat est plus divisé parce que c'est un épiscopat concordataire. Une partie des évêques ne veulent pas donner le sentiment qu'ils s'opposent au gouvernement, mais de plus en plus d'évêques prennent leur distance. Le journal L'Univers va à plusieurs reprises soutenir le pape, ce qui lui vaudra, au bout de 3 avertissements, d'être interdit. L'idée, par exemple, d'organiser un congrès qui permettrait de régler la question romaine est absolument refusée par le pape. Le pape qui, à partir de ce moment-là, va aussi obtenir un soutien populaire assez fort, à travers notamment le denier de Saint-Pierre, qui est mis en place pour financer les finances romaines, à travers aussi le recrutement des zouaves pontificaux pour former une armée du pape. Et on s'aperçoit que les Français ont été très largement représentés, ont largement contribué à cet effort. Donc effectivement, à partir de 1859-1860, la question romaine est fondamentale parce que les catholiques français ont le sentiment que le pape est abandonné, que la révolution triomphe, parce que c'est le message que fait passer aussi Pie IX, c'est que l'insurrection, le pouvoir qui est en train de naître, naît de la révolution. Et en Italie, il y aura d'ailleurs un antagonisme très fort. Le pape va interdire, par exemple, aux Italiens de prendre part aux élections à partir de ce moment-là. Alors, pour sortir un peu de ce guêpier qu'évoquait Jacques-Olivier Boudon, en septembre 1864, Napoléon III va conclure un accord avec le nouveau roi d'Italie, depuis mars 1861, Victor Emmanuel, l'ancien roi de Piémont. Victor Emmanuel établit sa capitale à Florence et s'engage à ne pas prendre la ville de Rome. Mais l'accord, en fait, va sauter très vite, puisque Victor Emmanuel va laisser Garibaldi agir. Et dans l'accord, Napoléon III s'était engagé à retirer ce fameux corps qui protégeait le pape à Rome, qui était en place depuis 1849, on l'a dit. Eh bien, le corps est parti, mais il va le renvoyer en 1867. C'est la fameuse bataille de Mentana qui va faire hurler les Italiens, où les Français, les fameux fusils chasse-peau, vont faire merveille en tuant les Garibaldiens en novembre 1867. Et donc là, Napoléon III est en train de se rapprocher des catholiques. Et l'Empire libéral, on va sans doute conclure par l'Empire libéral, marque un rapprochement encore plus prononcé de Napoléon III et des catholiques. On évoquait Victor Duruy. Duruy est sacrifié sur l'autel de ce rapprochement entre Napoléon III et les catholiques. Et il perd son ministère en juillet 1869. Il y avait un cas de conscience pour les catholiques avant ce rapprochement avec les catholiques. Il y avait un cas de conscience pour les catholiques face à cette politique napoléonienne vis-à-vis du pape. Alors pour un certain nombre de catholiques, ils sont catholiques d'abord. Et ce qui compte avant tout, c'est la défense des intérêts religieux, c'est la défense par conséquent du pape. C'est la concrétisation aussi de la victoire de l'ultramontanisme qui sera parachevée d'une certaine façon en 1870 avec le Concile du Vatican et l'affirmation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Mais on le voit déjà à ce moment-là. Et il y a un clivage, il y a des catholiques qui sont politiques d'abord, qui vont défendre d'abord le gouvernement, qui vont défendre d'abord le Napoléon III, mais la grande majorité
et il le montre, non pas en allant nécessairement voter, parce qu'au moment des élections, ça n'a pas été aussi criant que cela, mais en prenant position par le soutien financier que j'évoquais à l'instant. Donc il y a une vraie mobilisation d'une frange des catholiques militante, on pourrait dire, qui veut avant tout défendre le pape. Je reviens sur ce que vous disiez, Éric Anseau. Est-ce que, au fond, ce rapprochement entre catholiques et le pouvoir est le symbole d'un pouvoir précisément qui est allé trop loin dans sa politique italienne? Est-ce qu'il y a la conscience en quelque sorte d'une erreur? Alors c'est vrai qu'on connaît la suite de l'histoire, on sait que le pape va devenir prisonnier au Vatican, que Rome va devenir la capitale et non plus Florence. On a cette vision-là, mais est-ce qu'à l'époque, on se rend compte qu'au fond, le pouvoir se rend compte qu'il est allé trop loin dans sa politique pro-révolutionnaire? Moi, je crois qu'il y a un ensemble de causes. Souvent en histoire, il n'y a pas une cause unique, mais il y en a plusieurs. Et en l'occurrence, je pense effectivement que Napoléon III se rend compte qu'il a ouvert une boîte de Pandore, qu'il ne maîtrise plus la situation et il y a une rétrogradation de sa part. C'est très très net. Il maintiendra jusqu'à la guerre avec les Allemands ce fameux corps expéditionnaire qui est retourné à Rome en novembre 1867. Donc ça le montre très très bien. Et puis il y a des considérations, je dirais, plus bassement pragmatiques. Il a besoin aussi des catholiques qui sont très nombreux dans le corps législatif élu en 1869 et donc il va s'appuyer sur eux pour mener à bien sa politique. Il y a un fait très significatif, Jacques-Olivier Boudon évoquait le concile de 1870, la volonté de Napoléon III et de son principal ministre, le républicain rallié Émile Ollivier, de ne pas faire ingérence dans ce congrès en envoyant un ambassadeur spécial, comme il était de tradition dans ces grands conciles. Et donc, il y a une position de retrait. Alors, Napoléon III suit de très près, Émile Ollivier et Daru suivent de très très près, Daru c'est le ministre des Affaires étrangères, ce qui se passe à Rome, mais en même temps, ils ne veulent pas faire pression, en fait, sur un camp ou sur l'autre, puisque les évêques sont très très divisés au moment du concile autour de cette infaillibilité pontificale. Alors, il nous reste 6 minutes pour évoquer la fin de l'Empire, parce que c'est important. Comment réagissent les catholiques, donc guerre franco-allemande, des défaites de la France, chute de l'Empire. Alors, il y a à la fois ces deux terrains. D'une part, en Italie, le pape devient prisonnier de ses États, et d'autre part, il y a la chute de l'Empire en France. Les catholiques perdent tout, en quelque sorte, ou au contraire, la chute de l'Empire, pour les catholiques, constitue une nouvelle opportunité? Alors, c'est une période compliquée pour les catholiques comme pour l'ensemble des Français. Il y avait des catholiques qui étaient très attachés à Napoléon III et qui vont nécessairement regretter son départ. Les protestations contre la révolution du 4 septembre 1870 ne sont pas majeures parce que la particularité du régime qui se met en place est de n'avoir pas été anticlérical, à quelques exceptions près. Donc il y a un respect de la liberté religieuse à partir de septembre 1870. Les catholiques vont aussi être confrontés à la question de la guerre. C'est-à-dire que la France est en guerre et la guerre se poursuit. La chute de Napoléon III n'a pas mis un terme à la guerre. Et ce que l'on voit, c'est l'engagement d'un grand nombre de légitimistes, particulièrement dans l'Ouest, dans les armées de la Loire, par exemple, de légitimistes qui s'engagent dans les armées formées sous la tutelle de Gambetta. On voit même d'anciens zouaves pontificaux qui sont rentrés en France, qui vont également s'engager dans ces armées. Donc à ce moment-là, on pourrait considérer que la question religieuse, voire la question du régime, est mise entre parenthèses. Elle va revenir néanmoins par la suite, et en particulier au moment des élections de février 1871. La question du régime n'est pas en cause, c'est plutôt une question pour la guerre ou contre la guerre, mais il n'empêche que la large victoire des monarchistes, ils seront près de 400 élus en février 1871, va redonner espoir à ces monarchistes de pouvoir restaurer la monarchie en France. Cela ne se fera pas, mais il y a eu des discussions entre légitimistes, orléanistes. On a beaucoup discuté de la manière dont, finalement, on pourrait confier le pouvoir au duc de Bordeaux, le comte de Chambord, qui désormais utilise ce titre.
Éric Anseau? Oui, indéniablement, il y a eu une ambivalence, je crois, des catholiques. Alors le pape a formé un vœu pour que la France ne soit pas écrasée, mais on a bien compris que c'était aussi son intérêt, puisque, on l'a dit, le corps expéditionnaire est rapatrié en juillet 1870, et le fait que les Français ne soient plus à Rome vont permettre aux Garibaldiens, à Cialdini, au général Cialdini, de prendre la ville de Rome, entrée par la Porta Pia en septembre 1870, et Rome va devenir, début 1871, la capitale du royaume. Hein. Donc il y a tout ça qui joue. Il y a chez beaucoup de catholiques aussi le sentiment, alors beaucoup ont combattu, alors c'est le camp de Conly, tu l'as rappelé également, les ouaves pontificaux qui vont défendre la patrie, hein, indéniablement, mais il y a aussi le sentiment que la chute de l'Empire, la défaite, c'est un châtiment divin. Hein, c'est le vœu qui aboutira, vous le savez, à la construction du Sacré-Cœur. Hein, qui, contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui, n'est pas dû à l'épisode de la Commune, même si au moment de l'inauguration du Sacré-Cœur, un certain nombre de discours seront prononcés en disant que c'est aussi un châtiment par rapport à la Commune. Mais le véritable motif de la construction du Sacré-Cœur, c'est bien le châtiment qu'a subi la France dans la guerre de 1870. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, l'émission doit se terminer. On en parlerait encore des heures. Napoléon III, Éric Anseau, paru chez Texto, indispensable pour connaître ce règne et votre actualité littéraire, les élites françaises des Lumières au grand confinement. Paru chez Passé Composé. Jacques-Olivier Boudon, j'ai travaillé sur religion et politique en France depuis 1789, un livre paru chez Armand Collin. Votre actualité littéraire, à vous, Les 4 sergents de La Rochelle, histoire d'une conspiration où l'on exécute au fond les seconds couteaux, le dernier crime de la monarchie, paru aussi chez Passé Composé. Vous allez sortir un dictionnaire des évêques français aux éditions du CERF du 19e siècle, puisqu'il existe déjà un dictionnaire des évêques français au 20e siècle. Et chez Aux Belles Lettres, le titre de votre ouvrage sur Napoléon ? Napoléon, le dernier Romain. Napoléon, le dernier Romain. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site ktotv.com pour voir les anciennes émissions de votre émission Au risque de l'histoire. Et si vous êtes amoureux de l'histoire aussi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site partenaire de l'émission, storiavoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.